Salut à tous, ravi de vous retrouver sur motorstv.com. Le débriefing année saison 2012, c'est parti. Et nous décrétons, Jean-Luc et moi, qu'effectivement l'intersaison est terminée. 3 mois, c'était bien assez long, il faut reprendre. Nous Jean-Luc. avons signé le décret, Voilà, donc il c'est n'y a ça. aucun problème. Ça démarre maintenant, soyez avec nous. Nous sommes à quelques heures, Jean-Luc, Oui. du début de cette saison 2012. Le Grand Prix d'Australie, donc à vivre le week-end prochain à Melbourne. L'occasion pour nous de passer en revue un petit peu les équipes. Et puis tu vas nous dire ce que tu sens déjà avant cette nouvelle saison. Tiens, pour commencer, une petite question peut-être qui fâche, mais tu ne l'éviteras pas. Mais non. Elles sont pas très très moches, ces Formule 1 de l'année 2012 ? C'est un peu comme d'habitude, LLB. Je te dirais qu'effectivement, souviens-toi, au début de la saison 2011, on a eu un petit peu de mal également à s'habituer à cet aileron arrière un peu rikiki, un peu haut, et à ces grosses moustaches avant. On se disait, mais alors là, on se retrouve où? Bon, finalement, on s'y fait. Au bout de 3 Grands Prix, on ne se souvient même plus, hormis si on regarde évidemment des photos ou des vidéos, qu'elles ont été différentes. Alors, je suis d'accord avec toi, ce nez cassé, on voit bien que c'est un peu En arbitraire. escalier. En hein, escalier, c'est le Ouais. mot, n'est pas très esthétique, notamment sur certaines monoplaces. Et j'ose, là aussi, sacrilège, dire que sur la Ferrari, il est peut-être plus laid qu'ailleurs parce qu'on le voit mieux. Donc d'autres, avec la déco, ont réussi à dissimuler un petit peu ça. Et puis, il y a des McLaren ou d'autres qui ont réussi carrément à réduire considérablement l'impact, en tout cas esthétique, de cette contrainte, on va dire, réglementaire. On rappelle que c'est parce qu'on a abaissé le niveau de caisse de l'ensemble de la monoplace et notamment le niveau du nez pour des raisons et des contraintes, et je le dis tout de suite, normalement de sécurité, pour éviter que si jamais une monoplace en percute une autre par le travers, Oui. eh bien on perce la coque. Voilà, Ouais, c'est ça. voilà la raison officielle. Bon, alors je crois que cette année, Jean-Luc, notre thème obligé tous les lundis après chaque Grand Prix, on y reviendra et on séparera ce thème finalement des autres, mais c'est la présence de nos 3 pilotes français en Formule 1. Oui, C'est évident qu'on va les regrouper si tu veux bien, parce Bien que sûr. là ils vont débuter C'est- et ça évidemment ça va être très et on important se pour réjouit nous. de le Oui, faire bien en sûr, plus. hein. On l'a espéré tellement longtemps. Parce que lors Ouais. du dernier débriefing de l'année 2011, lorsque nous passions en revue les derniers Ouais. Grands Prix, je ne suis pas sûr qu'on aurait signé de manière évidente pour le fait qu'on ait bien nos 3 Français, ces 3 Français en tout cas en Tu as Formule 1, bien hein. raison Bon. de le souligner. C'est vrai qu'il faut parfois se remettre en perspective, comme on dit. Et là, avoir 3 pilotes français sur la grille de départ de Melbourne, en espérant que tous se qualifieront, c'est un autre débat. Et tu vois ce que je veux dire. On va peut-être évoquer le cas de chacun. Et peut-être bientôt, pourquoi pas un 4e, parce que Jules Bianchi est aux portes. C'est vraiment un plateau formidable pour nous. C'est extrêmement réjouissant. Sans jouer les chauvins, même si ça va nous arriver pendant la saison, on est quand même extrêmement heureux de revoir des pilotes français à plein titre et à plein temps. Et 3 de surcroît, c'est vraiment un bonheur. Bon, alors une question sur chaque. Ouais. Partons d'abord avec celui qui revient en quelque sorte par ordre d'ancienneté, c'est Romain Grosjean. Oui. Que penser de sa 2e chance qui lui est donnée et même de son équipe qui cet hiver nous a offert soit des temps canons, soit des absences assez incroyables des essais même. Alors, si tu veux bien, je réponds d'abord par l'écurie, juste pour expliquer. d'accord. Effectivement, bon, un souci technique majeur quand même sur la monoplace. On l'a vu, la nouvelle E20 lors de la 2e journée d'essai. Enfin, ça s'est produit Deuxième, dans la première. oui. La 2e a été annulée à Barcelone avec des contraintes donc mécaniques apparemment sur la suspension avant. On ne sait que ce que l'écurie a bien voulu dire. En tout cas, c'était suffisamment grave pour empêcher la voiture de rouler, pour la renvoyer à l'usine en Angleterre et pour ne pas envoyer la 2e, Ouais. celle qui avait roulé à RS. Donc ça, c'est un peu inquiétant. Maintenant, on nous dit, et tant mieux, et d'ailleurs la suite des essais l'a démontré, qu'on a parfaitement résolu le problème du côté de l'équipe britannique, du côté de Lotus, qu'on a renforcé ses accroches de suspension et qu'il n'y a plus de problème. Et les temps de Raikkonen et de Grosjean l'ont démontré. Donc ça, on est... Alors maintenant, on en vient à Romain en lui-même. C'est pas le même Romain, on l'a dit, on l'a redit, et on le voit à chacune de des rapports qu'on a avec lui, des interviews qu'on a avec lui ou de contacts. C'est un type qui a mûri dans le bon sens du terme. Il a 26 ans aujourd'hui, c'est plus un gamin. Il a eu cette déconvenue de s'y croire, entre guillemets, comme on dit en 2009, de ne pas être peut-être suffisamment préparé, de prendre la saison en cours de route, Oui, de la prendre dans des conditions dramatiques au sein de l'écurie. Il faut rappeler tout ce qu'il y avait, puisqu'on mmh. venait d'exclure Nelson Piquet Jr. dans des circonstances épouvantables. Il était à côté de Fernando Alonso, au sommet de son art, puisqu'il est toujours au sommet de son art depuis ses 2 titres de champion du monde. C'était très dur. Bon, là, le contexte est complètement différent. C'est presque lui la base de référence de l'écurie. Il a démontré ses qualités au sein de l'équipe et ce retour d'information à Abu Dhabi et lors des essais précédents, etc. Il est bien dans l'équipe, il est bien soutenu. Et moi, je dis, tu vas me demander le pronostic, je dis qu'il va prendre la mesure de Raikkonen, soit dès le début, soit très rapidement. Voilà mon Bon, pronostic. très bien. Jean-Éric Vergne, lui, est chez Toro Rosso. Ah, on s'attend à une bataille là entre les 2 jeunes loups que sont lui et Ricardo, avec peut-être en ligne de mire un baquet chez Red Bull. Bon,
On s'y attendait pas forcément, ce qu'il arrive dès cette année, Jean-Éric Vergne, mais il y est, et on le connaît, il va y aller, il va le faire le boulot. C'est la très belle surprise LFB de l'intersaison, parce qu'on pensait effectivement que le docteur Helmut Marko et Franz Tost allaient probablement remplacer l'un des deux pilotes. Lequel? Alors effectivement, est-ce que c'était Buemi qui était là depuis 3 saisons complètes? Est-ce que c'était Alguersuari qui était là depuis 2 saisons et demie? Bon, en attendant, non, on a décidé de jeter tout le monde, tu me pardonneras l'expression, sauf Buemi, qu'on a quand même remis 3e pilote chez Red Bull, c'est-à-dire à la place de Jean-Éric Vergne, pour être clair. Et puis, on a pris les 2 jeunes montants en disant, les gars, maintenant, c'est à vous. Alors, c'est peu de dire qu'ils ont la pression. Tu as parlé de 2 jeunes loups, c'est la belle expression. Moi, je dirais 2 jeunes coqs que tu mets dans le poulailler, avec l'envie, tu me pardonneras, de bouffer, pour rester poli, toutes les poules qu'il y a autour d'eux. Donc, c'est vrai qu'il y aura probablement, peut-être, un seul survivant à la fin de la saison. C'est-à-dire que Jean-Éric, qui a cette belle mentalité britannique, moi j'aime ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il ne sent pas la pression. Et je le dis dans le bon sens du terme, et où il affecte de ne pas la sentir. Il est bien entouré. Merci Renaud Derlot d'être à ses côtés. On le connaît bien et on le salue affectueusement aussi. Donc il est bien où il faut. Alors maintenant, Ricardo, c'est quand même un beau morceau. Même si c'est HRT, en 2e partie de saison, il a un peu déçu, soyons clairs aussi, en ne prenant pas toujours la mesure clairement de son pilote de référence. Mais surtout Kartikeyan en Inde, qui l'a battu. On est bien d'accord. On va dire qu'on ne l'a pas voulu, on n'en a pas voulu du côté de Red Bull et du côté du docteur Marko. Je pense que ce challenge au sein de Toro Rosso et disons-le de Red Bull, parce que l'idée après, en 2013, c'est de prendre normalement la place de Marco Hébert qui devrait partir à la retraite. Donc vous imaginez l'enjeu, c'est absolument formidable. Et puis le 3e français, c'est donc Charles Pic. Alors là, évidemment, la situation est différente, parce que son équipe, forcément, est une petite équipe et elle va souffrir. Je crois que Charles va souffrir. En même temps, on ne va pas lui mettre la pression non plus à Charles. Il faut bien débuter. Il va débuter et puis il va faire de son mieux, bien sûr. Voilà, alors je crois que lui aussi a mûri. Soyons clairs, je n'avais pas eu une impression formidable de sa part. Je l'avais déjà croisé il y a quelques années. Il était très jeune. Je pense qu'il a beaucoup mûri. Tant mieux, parce qu'on en a besoin, même s'il reste très jeune dans l'absolu. Il est très bien conseillé par Olivier Panis. Et je crois que c'est un élément extrêmement important de stabilité, au plan moral. Comme il dit, il va essayer de parer les coups et de faire en sorte que Charles ne se concentre que sur l'essentiel pour un pilote, le pilotage, la mise au point, les rapports avec l'équipe. Je pense que Charles, là c'est pareil, il a une belle référence, c'est Timo Glock. Alors à côté, c'est un pilote expérimenté dont on a toujours dit qu'il méritait beaucoup mieux que cette modeste Marussia Virgin, enfin Marussia aujourd'hui. Donc on va voir. En tout cas, la référence, c'est son équipier. Plus il se rapproche de Glock, mieux ce sera. Alors maintenant, la barre est haute et malheureusement, comme tu le sais, la monoplace n'était pas prête pour les essais préliminaires. Elle a fait quelques tours pour faire des images juste avant de partir. On ne le place pas dans les conditions idéales. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, et j'assume, c'est déjà, s'il est sur la grille de départ, je pense que ce sera un petit exploit. Et je lui souhaite de tout cœur, Charles. L'objectif, c'est de bien travailler, de ne pas mettre la voiture dans le rail et de faire le premier Grand Prix et d'emmagasiner de l'expérience. Voilà. Je te propose, Jean-Luc, maintenant de passer en revue les équipes. Je vais te poser une question par équipe. Et tu réponds assez rapidement si tu veux bien. Mais allez, en rafale, on y va. Red Bull Renault, forcément, tenant du titre. Alors, ma question, elle est simple. Weber peut-il espérer battre Vettel ? Le battre, non. Bon, là, faut être clair, non. S'en rapprocher le plus possible, c'est-à-dire faire une saison du niveau de celle de 2010, où quand même, il a été un des prétendants au titre, rappelle-toi, jusqu'à la Corée, où il fait une ânerie, où il sort, mais autrement, il est, à 2 Grands Prix de la fin, il est encore un des prétendants au titre. Donc je lui souhaite, parce que Weber est un type extrêmement sympathique, extrêmement performant, disons que l'an dernier, il n'a pas su exploiter les pneus, mais est-ce que Red Bull va dominer aussi derrière ? Oui, je le pense, mais j'espère, moi aussi j'espère de tout cœur, pour le sport, moins que l'an dernier. McLaren-Mercedes, est-ce que Lewis Hamilton est récupérable ? Je crois qu'il l'a compris. Je crois qu'on l'a fait comprendre également chez McLaren. Je pense que tonton Ron Dennis a dû également le rencontrer entre quatre yeux. Bon, il a eu assez de notoriété publique, donc des problèmes personnels, des problèmes sentimentaux l'an dernier qui ont perturbé. Il était mal entouré, il s'est pris pour une star, peut-être de la chanson, du cinéma. Bon, en tout cas, il s'est trompé de personnage. C'est un pilote ô combien talentueux. Il a toujours sa pointe de vitesse, il l'a démontré à plusieurs reprises. Maintenant, il doit retrouver la confiance et la constance, à mon avis, avec Didier Cotton, qui va faire partie de son management proche, qui était proche d'Hakkinen, etc. Je pense que Didier peut l'aider là aussi à nettoyer un peu le terrain et à lui dire « Concentre-toi, mon garçon, tu es pilote de Formule 1, ce qui est important, c'est d'aller vite avec la Formule 1. » Oui, je crois à un retour des deux, parce que Button, on sait ce que c'est. Donc je pense que ce seront les deux principaux opposants à Red Bull. Ferrari et le duo Alonso-Massa. Je me concentre juste sur Alonso. Pourrait-il y avoir des étincelles cette année entre le pilote espagnol et son équipe ? Je pense qu'il y en a déjà eu. Si tu veux mon avis, je pense que les essais hivernaux ont été
J'hésite, désastreux, catastrophique, c'est un peu loin. Même si, bizarrement, on l'a fait ressortir du lot et on a fait claquer une perf, on connaît l'histoire. On verra à Melbourne, le jour dit, au Qualif déjà et au Grand Prix. Je crains que la monoplace soit encore notablement derrière. Alors la vraie question maintenant, c'est est-ce que Mercedes est passé devant en performance? Donc je crains que Ferrari, ça n'aille pas du tout. Massa, on l'a vu, est resté longtemps assez loin aussi. Enfin bon, je crains que le problème de Ferrari, c'est ou de ne pas avoir de deuxième pilote du niveau du duo qu'on vient de voir précédemment chez Red Bull et chez McLaren. Et je crains de ne pas avoir non plus la monoplace, outre le fait qu'elle n'est pas très belle. Je crains qu'elle ne soit pas très performante. C'est un peu tôt pour le dire. On va attendre. Bon, je vais passer, si tu veux bien, Lotus Renault, parce qu'on en a parlé tout à l'heure via Romain Grosjean. Mercedes, Michael Schumacher est-il... Est-ce que c'est ça, son World Tour final qui a commencé ou est-ce que non, il faut quand même penser qu'il pourra encore enchaîner après? Alors contractuellement, oui. Contractuellement, il avait un contrat de 3 ans, il l'honore et donc pour lui avoir un petit peu tapé dessus à l'issue de la première saison, je l'ai dit et redit, la deuxième a été tout à fait conforme, même si au global, on a été un petit peu devant du côté de Rosberg. Malgré tout, bon, il a été brillant, il s'est remis dans le coup. Lui aussi, il a compris comment marchaient les pneus, c'était peut-être ça le problème. Là, je dirais que c'est l'année ou jamais. Mercedes, moi je les vois à la bagarre avec Ferrari, comme je viens de le dire. Voilà. Il faut des podiums, il n'y en a pas eu, et il faudrait une victoire, en profitant parce que Nico Rosberg n'a toujours pas eu de victoire. Donc oui, alors après, est-ce que Schumacher va prolonger ou pas? Lui-même, il dit, on attend la fin de la saison, on verra plus tard. J'ai envie de te regrouper Force India, Sauber et Williams dans la même question. Ouais. Moi, je suis désolé, ils ont fait des super temps aux essais privés, aux essais donc, du mois de février. Alors, c'est feu de paille, c'est illusion ou malgré tout, si, c'est promesse d'un bon niveau? D'un mot, comme je t'ai promis, Force India, très beaux espoirs. Force India Sahara, beau duo de pilotes avec effectivement Hülkenberg qu'on fait revenir dans le coup et puis notre Julien Bianchi, qui est là derrière. Bon, on y croit. Williams, c'est l'année de la dernière chance. Il faut absolument que cette grande équipe retrouve de la compétitivité. Sauber, deux jeunes pilotes toujours, un peu moins jeunes pour Kobayashi, toujours dans le coup. Ça dépendra du rendement de la monoplace. Il y a eu des changements au sein de l'équipe, tu sais, le directeur technique est parti, etc. J'espère pour la sympathique équipe suisse qu'elle sera là également juste dans le ventre dur cette fois de la Formule 1. Pour Caterham, je pense qu'on sera tous prêts à leur souhaiter de marquer un point. Allez, ils ont l'air d'être pas mal, mais bon, en fonction des circonstances, peut-être que ça passerait. Et puis HRT et Marussia, on en parlait tout à l'heure avec Charles Pic, difficile. Ce sera difficile. Incontestablement très difficile. On part de loin, on va dire ça comme ça, on part de loin. Bon, allez, tu nous fais un petit pronostic pour le premier Grand Prix de l'année. Allez, faut se avant les premiers essais, écoute, forcément, je vais enfoncer une porte ouverte. Je pense que Vettel va mettre un point d'honneur encore à être devant, à signer la pole et à mener devant. Alors derrière, j'aimerais bien qu'une McLaren, pour l'intérêt du championnat, qu'une McLaren, alors indifféremment, effectivement, Button ou Hamilton soit là, que Weber, pourquoi pas, monte sur le podium. Tu vois, c'est du grand classique. C'est que sa meilleure place en Australie, c'est 5e. Il n'a jamais fait mieux que 5e dans son pays. C'est vrai. À la rigueur, on lui souhaiterait d'être au moins de monter sur le podium. Et puis, je te dis, oui, j'aimerais peut-être une Mercedes à la surprise là aussi. Pourquoi pas? Ça fait beaucoup, tu me diras, il y a que 3 places sur le podium, que Nico monte enfin sur un podium. Mais bon, Alonso, on va lui faire confiance là aussi. Le double champion du monde va trouver les moyens d'être dans le coup. On le connaît en course, en tout cas, il sera dans le coup. Donc voilà, donc quand même, Vettel devant. Et moi, je vais dire Hamilton, histoire de dire que oui, pour souligner le fait qu'il va ressusciter entre guillemets, la belle histoire, elle va commencer dès le premier Grand Prix. Mais bon, on verra bien. En tout cas, ça sera le jeu de voir lundi réponse ce que ça aura donné dans une semaine ici même. Donc, cette même adresse, motorcv.com, le débriefing est fin, ça sera parti. On analysera ce Grand Prix d'Australie et puis on remercie nos amis et partenaires f1-direct.com qui vous permettront de suivre sur notre site internet en live text ce Grand Prix d'Australie. Merci Jean-Luc, je te souhaite une bonne semaine. Mais toi aussi. Prends bien d'efforts parce que l'année sera longue. Mais on en a. Lundi prochain. Salut à tous.